Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, en ces temps difficiles où le monde est confronté à une crise sanitaire d'une ampleur inédite et urgente, nous nous retrouvons sur le banc de l'hémicycle pour la deuxième séance publique de la première séance ordinaire dans un format réduit en nombre de participants en vue d'examiner un projet de ratification concourant à la consolidation des efforts nationaux engagés ces dernières semaines pour lutter contre le virus du Covid-19. Comme vous le savez, notre plénière est d'autant plus particulière qu'elle se déroule dans une forme restreinte due aux recommandations sanitaires pour éviter la propagation du virus qui a causé et continue de causer dans presque tous les pays du monde peur, problèmes de santé, difficultés financières, arrêt des activités économiques, etc. C'est en droit fil de ces sentiments empreints d'urgence et de nécessité que nous allons aborder l'unique point de l'ordre du jour, à savoir une ratification soumise en procédure d'urgence de l'accord de prêt relatif au financement du projet de riposte du Covid-19. La situation sanitaire que nous traversons exige un changement de comportement et nous impose le respect strict des mesures barrières prônées par notre ministère de la Santé et l'OMS. Nous félicitons le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement qui ont pris les mesures adéquates depuis le 18 mars, notamment les mesures de confinement, les fermetures des établissements scolaires et universitaires et des mosquées, l'interdiction des rassemblements populaires et la fermeture de l'aéroport international. Par ailleurs, je félicite toutes les équipes d'investigation qui poursuivent un important travail au quotidien et sans relâche. Je félicite également la communication menée par le ministère de la Santé chaque jour par le biais de son point presse. Permettez-moi d'exprimer au nom de la représentation nationale et en mon nom propre notre compassion pour les personnes testées positives au Covid-19 et notre profonde reconnaissance à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour les accompagner. Je pense aux soignants et aux professionnels de la santé et à tous les fonctionnaires et citoyens mobilisés et engagés pour faire face à cette pandémie. Nous n'oublierons jamais leur courage et leur professionnalisme. Je tiens à remercier, au nom de la représentation nationale, les généreux donataires et toutes les initiatives de la société civile qui ont contribué financièrement à cet élan. Toutes ces actions ont évité, sans nul doute, à notre nation un scénario dramatique qui s'est répété dans de nombreux États du globe. Cependant, j'appelle tous nos concitoyens à respecter strictement les recommandations qui nous sont données pour nous protéger collectivement et individuellement. Notre gouvernement a pris rapidement toutes les mesures pour endiguer ce fléau, mais chaque individu doit accompagner cet effort à son niveau et doit apporter sa contribution pour venir à bout de cette pandémie. Chaque individu a son rôle à jouer. Notre ennemi est invisible et si nous adoptons tous un comportement responsable, nous le vaincrons plus facilement et plus rapidement. Afin de respecter les mesures de prévention, les bureaux des commissions permanentes et spéciales et les présidents des groupes parlementaires ont été convoqués aux côtés du bureau de notre institution pour examiner et adopter la présente ratification. Donc la situation de coronavirus oblige de réagir ainsi et c'est tout le Parlement à travers le monde qui ont adopté des mesures nouvelles. Enfin, je donne la parole à présent au secrétaire du bureau pour nous présenter l'exposé des motifs du projet de loi qui est en procédure d'urgence. Honorable Souleymane, vous avez la parole.
pour nous lire donc l'exposé des motifs. Suite à la déclaration de l'épidémie Covid-19 causée par le nouveau coronavirus 2019, le gouvernement, afin de prévenir toute contamination sur le territoire national, a très rapidement élaboré un plan de préparation et de réponse d'urgence au Covid-19. C'est ainsi que l'ancien hôpital Bouffard a été converti en site de quarantaine et l'hôpital d'Arta aménagé en site de prise en charge. En outre, le gouvernement a instauré plusieurs mesures de contrôle des voyageurs arrivant par voie maritime et terrestre et a suspendu tous les vols internationaux à destination et en provenance de Djibouti. Un système de communication reliant les établissements de santé des différents niveaux a été mis en place pour alerter le public. Une ligne d'assistance a été introduite et des matériels et messages d'information, d'éducation et de communication ont été développés et diffusés. Le premier cas a été déclaré positif sur le sol national le 18 mars 2020. Dès lors, le gouvernement a activé tous les dispositifs en place et à ce jour, 89 cas sont confirmés positifs au Covid-19. Sur le plan institutionnel, le gouvernement a institué par décret numéro 2020-066/présidence du 26 mars 2020 un comité de crise responsable de la coordination des efforts multisectoriels de lutte contre le Covid-19, chargé de suivre de près son évolution et de mettre en place les réponses appropriées. Plus récemment, la loi portant création d'un fonds de riposte Covid-19, dont l'objectif principal est de soutenir les secteurs économiques sinistrés et la couche vulnérable de la population, a été adoptée. Conscient que le pays est toujours sujet à la grande menace posée par le Covid-19, le gouvernement a sollicité un crédit de 5 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour une riposte efficace au Covid-19. Ce financement permettra de répondre en priorité aux besoins immédiats et d'apporter une réponse adaptée à l'urgence sanitaire, mais également de renforcer les capacités de prévention, de détection et gestion de la menace posée par le coronavirus, tout en soutenant les capacités de préparation du système public de santé. Le projet comprend 4 composantes. Première composante, elle vise à réduire et limiter dans la mesure du possible la propagation du Covid-19 dans les pays et les États voisins. Cette composante servira également d'appui à l'acquisition des équipements et consommables essentiels au système de laboratoire et de diagnostic, notamment les machines de réaction en chaîne, les kits de prélèvement d'échantillons, les kits de tests ainsi que les équipements de protection individuelle pour les agents de surveillance. De plus, elle contribuera à l'élaboration de lignes directrices, à la mise en place de méthodes normalisées de collecte d'échantillons, d'acheminement et de transport, à l'identification des sites où il faudra introduire une capacité de diagnostic au point de service. Deuxième composante, elle a pour objectif de renforcer la prestation des services de santé de base en vue de fournir les meilleurs soins possibles aux personnes infectées. Cette composante appuiera la formation sanitaire ainsi que la création et l'équipement des centres de quarantaine et de traitement. Elle soutiendra aussi l'achat d'intrants de base au traitement,
tels que les générateurs d'oxygène et autres équipements nécessaires, ainsi que les médicaments, les désinfectants et les autres produits nécessaires à la prévention et au contrôle des infections. Troisième composante vise à financer les frais liés à la gestion du projet nécessaire à la mise en œuvre et suivi et évaluation des activités. Elle appuiera aussi le renforcement des structures publiques de coordination, y compris les dispositifs centraux et locaux de coordination des activités, de gestion financière, de passation des marchés et d'application des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Je crois qu'on était l'un des premiers pays africains à vouloir stopper cette maladie. Et félicitations aussi au personnel de la santé. Et tout ce que je peux dire que Madame la Présidente, enfin, il a si bien souligné, comme a dit l'OMS, tester, tester, tester est l'une des priorités. Toujours est-il, cette épidémie va essayer de toucher sur le plan social, parce que le confinement résultera aussi une crise sociale, résultera aussi une crise politique. Comment on pourra éviter cet confinement permanent si on n'arrive pas à tester la population? Et toujours est-il, sur le plan social, c'est vrai que le gouvernement a fait un énorme travail en distribuant des vivres, mais toujours est-il, il faudra toujours sensibiliser la société civile et même le porte-à-porte, comment on pourrait aider nos concitoyens. C'est une pandémie qui a besoin de l'union de tous les Djiboutiens. Toutes les forces vives de la population djiboutienne doivent être auprès de chacun de nous tous pour lutter contre cette épidémie qui sera de toucher notre société et notre économie. Merci, madame. Merci, monsieur le député Abdelissa. Je voudrais remercier l'ensemble du personnel de santé qui ne ménagent pas leurs efforts et qui travaillent nuit et jour. Je leur rends hommage. Sans oublier de rendre hommage également à nos forces de l'ordre qui, eux aussi, ne ménagent aucun effort en restant sous le soleil et en travaillant nuit et jour pour la sécurité du peuple djiboutien. Monsieur le ministre de la Santé, je vous dis spécialement un hommage à vous parce que, franchement, c'est la première fois que je vois que l'ensemble des spécialistes ou des têtes pensantes travaillent ensemble en synergie pour réagir et répondre à cette pandémie. Mon souci que je voudrais partager avec vous, c'est, monsieur le ministre, qu'est-ce que l'on peut faire en ce qui concerne le corridor entre l'Éthiopie et Djibouti? C'est vrai qu'il y a une équipe qui essaye de dépister les personnes qui présentent des symptômes, parce que là, ce sont des symptômes quand on a de la fièvre. Mais malheureusement, force est de constater qu'il y a des porteurs sains. Et au niveau de ces porteurs sains, nous savons que l'Éthiopie, le pays voisin et les autres pays voisins ont également cette épidémie. Et je me demande s'il n'y a pas des porteurs sains qui vont rentrer dans le pays et contaminer l'ensemble de nos concitoyens. Deuxièmement, je voudrais qu'il y ait également un système au niveau de leur entrée. Au lieu qu'ils restent au niveau du port pour attendre le chargement de leur véhicule, il serait peut-être souhaitable qu'ils restent à une zone à l'extérieur de la ville et qu'ils rentrent seulement au moment où leur voiture sera prête pour embarquer avec un ticket. Comme ça, ils n'auront pas le temps de s'attarder dans la ville ou de rester au niveau des PK12 pour ne pas infecter notre population. Et ne pas s'infecter également, parce que c'est de deux côtés qu'on regarde. On regarde le côté où les gens vont nous infecter et le côté où nous-mêmes nous allons infecter les gens. Donc, monsieur le ministre, mon souci est là et j'espère que vous allez pouvoir. Ce serait bien si on pouvait tester ces gens-là avant leur entrée ou bien leur demander d'être testés chez eux avant d'arriver dans notre territoire. Je vous remercie. Merci, l'honorable Safia. Donc, à présent, la parole est à l'honorable Kaltoun. Le secteur non formel a commencé déjà à nous montrer qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a des accompagnements pour les sociétés privées? Parce que si le confinement va se prolonger, forcément, le secteur privé va être touché. Donc, quels sont les accompagnements concernant surtout ce domaine-là? Merci. Merci, l'honorable Kaltoun. Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur le membre du gouvernement, honorables collègues,
moi, je demande une question. Il paraît que hier à Alcemier, le centre de quarantaine, les personnes qui se trouvaient à l'intérieur, à défaut de la rapporter de la nourriture, ces gens ont quitté les centres. Pourquoi ne pas avoir inclus dans ce projet la prise en charge de nourriture dans des gens qui se trouvent dans le centre de quarantaine? Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs honorables parlementaires, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais parler de deux choses. Je voudrais dans un premier temps, comme les autres parlementaires, féliciter les ministères de la Santé, mais aussi tous les autres départements qui ont contribué, bien sûr, donc à la lutte de cette pandémie Covid-19. Ça a été un travail formidable. Il faut le souligner, le travail a été formidable. On peut se réjouir, on peut vraiment se réjouir. Je suis très heureux. Je suis très heureux qu'il n'y ait pas de décès, que nous avons pu réagir assez rapidement, qu'il y a eu déjà un consensus dès le début, c'est-à-dire entre le gouvernement, mais aussi les membres, les scientifiques, les médecins, la population, la société civile. Il y a eu un consensus dès le début, avec le leadership bien sûr du président de la République, qui a imposé un confinement très tôt. Et il faut le signaler, ça il faut le répéter, parce que beaucoup de pays n'ont pas jusqu'à présent instauré ce confinement. Et je pense que ça fait partie des éléments qui nous ont permis vraiment de freiner la progression de cette épidémie. Et je pense que le ministre de la Santé qui est présent ici a fait énormément de travail qui est louable. Moi, je voulais le féliciter. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je voulais dire, moi, je réagis toujours en tant que médecin. Je suis très inquiet. C'est vrai qu'on dépense énormément d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, mais peut-être jusqu'à présent sur la santé aussi des médecins, certains peut-être peuvent tomber malades ou même peuvent, je ne le souhaite pas, avoir des problèmes. Mais ça, je pense que les gens qui sont au courant et qui font risquer les personnels de santé, qui engagent la vie des personnels de santé, je pense qu'il faut qu'on aille aussi vers les sanctions. Moi, je suis pas un va-t-en-guerre, mais lorsqu'on demande à des personnes de venir se tester, de venir auprès des personnels de santé, il faut que les gens puissent venir. Et il faut que peut-être on réfléchisse ensemble comment on peut réagir. Parce que ce qui se passe à Rahma, ce qui se passe dans d'autres zones de foyers qui sont... C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des foyers nouvelles qui apparaissent. Ça, on ne peut pas se le permettre. Je pense qu'on puisse réagir. Il faut qu'on puisse aider la population, c'est vrai. Mais il faut que le gouvernement soit ferme aussi sur certaines choses. Que les gens qui ne viennent pas se tester, les gens, c'est-à-dire qui sont au courant, qui viennent des pays qui sont dites sensibles et qui ne respectent pas le confinement, je pense qu'il faut les sanctionner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lésiner sur ça. Parce que derrière, il y a des problèmes. C'est pas un rhume, c'est pas un truc simple. Derrière, il y a la vie des gens qui sont engagés. Il y a la responsabilité du gouvernement qui est engagée aussi. Il y a notre responsabilité qui est engagée. Je suis un peu furieux parce que c'est pas normal que ça fait des semaines et des semaines qu'on appelle des gens et que certaines personnes ne viennent pas. C'est pas normal. Et que peut-être certains qui se sentent ou qui proviennent de certains pays restent encore à la maison et ne viennent pas se tester. Moi, c'est un coup de gueule que je pousse, je suis désolé, mais je pense que c'est mon rôle aussi, en tant que médecin, mais en tant que parlementaire aussi, pour vraiment inciter la population à venir se tester. Et comme l'a dit certains parlementaires, je suis pour qu'on puisse généraliser le test rapide.
Je pense que le ministère de la Santé va prendre les devants. Je sais qu'ils sont en train de faire dans ce sens-là. Nous sommes un petit pays. On peut faire le test rapide. On peut s'endetter même sur ça. Moi, je suis pour. On peut s'endetter. Le pays peut s'endetter, mais après lever le confinement et que la vie puisse continuer son cours, parce que nous sommes un petit pays avec peu de moyens. On ne peut pas se permettre vraiment qu'on puisse allonger le confinement comme ça pendant longtemps. Je vous remercie. Merci, monsieur le député Ahmed Roblé, pour ces éclaircissements et pour ce soutien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je remercie l'ensemble de nos honorables députés qui m'ont posé des questions vraiment pertinentes et qui a rapport à cette période extrêmement difficile. Comme vous le savez, nous faisons face à une situation sanitaire extrêmement difficile parce que notre système de santé, comme vous le savez, a déjà été fragilisé par d'autres épidémies. Vous le savez, depuis de fortes intempéries du mois de novembre qu'a connu notre pays, nous avons connu d'autres épidémies comme le dengue, le paludisme, le chikungunya. Le système de santé a été extrêmement fragilisé. Et en plus de ça, vous le voyez, nous sommes en face à un ennemi invisible. Tout à l'heure, quelqu'un a dit invisible parce qu'il n'est plus visible, mais il menace extrêmement fort. Donc voilà la période dans laquelle nous traversons et j'ai senti aujourd'hui que nous sommes tous solidaires face à cet ennemi invisible et il est de notre devoir d'être ensemble aujourd'hui pour faire face à cette période extrêmement difficile. Je remercie ici franchement le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Madior Guelleh, qui me soutient et qui nous soutient, surtout l'ensemble du ministère de la Santé, de soutien vraiment fort, jour et nuit, et qui nous accompagne pour vraiment au moins arrêter la propagation de cette pandémie ou la propagation de cette maladie. Si je reviens pour les questions qui ont été posées, Monsieur le député, il a dit est-ce que vous avez prévu des respirateurs? D'abord, il faut que je m'explique un peu plus. Peut-être c'est un département qui dispose de personnel extrêmement qualifié, qui travaille jour et nuit. Nous avons mis en place, depuis que nous avons entendu cette maladie en Chine et également l'OMS a déclaré que cette maladie a une portée internationale, nous avons mis en place un plan de riposte contre cette maladie. Et dans ce plan, nous avons essayé de vraiment recenser toutes les informations nécessaires. Nous avons associé pour établir ce document l'ensemble des partenaires, mais également l'OMS, et ça a été validé. C'est un document extrêmement important qui contient non seulement toutes les informations concernant la prise en charge de cette maladie, mais la gestion des quarantaines, mais également la gestion face à un suspect, mais également de la surveillance de l'épidémiologie, qui touche tous les domaines nécessaires et qui contient des informations importantes pour que nous puissions, mais également en termes de prévention aussi, quelles mesures faut-il prendre si on atteint de tels scénarios, parce que nous avons étudié plusieurs scénarios, des scénarios simples, plus difficiles, encore plus difficiles. On se dit que si on arrive à 15 000 cas, quelle est la démarche nécessaire à entreprendre. Donc, nous sommes accompagnés par ce document qui nous permet également de prévoir tout ce qui est relatif à l'achat, aux commandes de matériel. Je vais vous dire ici, vous confirmer également, grâce au gouvernement, nous avons commandé à peu près 123 respirateurs qui vont rentrer à Djibouti prochainement. Sur ces 123 respirateurs, il y a 3 qui sont déjà là. Nous avons également mis en place un centre de quarantaine. Et dans ce centre de quarantaine, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. C'est des centres qui sont vraiment bien aménagés et qui remplissent toutes les conditions nécessaires.
Nous avons mis en place également un laboratoire. Ça, il faut souligner ça parce que nous sommes parmi les 44 pays qui disposent d'un laboratoire reconnu par les CDC Afrique. Et ces laboratoires, vous l'avez vu, les premiers cas quand on a vu à Djibouti, on a le dispositif là. Donc on avait testé et on avait vu que la première personne était positive. Donc nous disposons d'un laboratoire avec des équipements vraiment, je vais vous dire, top, de haut niveau. Et ce laboratoire, l'OMS qui est à Djibouti, a vraiment, comment dirais-je, accepté. Et nous avons également mis un site de prise en charge ARTA. Donc nous avons pris en avance de mettre en place, avant même de détecter des personnes positives à cette maladie de coronavirus, nous avons mis en place des dispositifs, tout un ensemble de dispositifs qui nous a permis aujourd'hui à gérer ou à mieux gérer, si vous voulez, cette pandémie. Quand on a un site de quarantaine, un laboratoire qui contrôle et un site de prise en charge, c'est qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait, mais qui est conduit également par ces documents établis par l'ensemble de professionnels de la santé, mais avec l'ensemble des partenaires et tout le monde. Donc pour les respirateurs, il n'y aura pas de problème. Nous disposons également de personnel compétent qu'on appelle biomédical qui sont censés de réparer. C'est vrai qu'ils n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour des machines nouvelles, mais ils sont là à réparer, à entretenir. Et nous ne l'espérons pas qu'ils vont tomber en panne parce que nous avons acquis à peu près maintenant 5 PCR. Et c'est déjà suffisant pour un pays comme Djibouti, 5 PCR. Et nous avons testé la dernière fois 513 personnes en un seul jour. C'est un record. Dans d'autres pays, on ne le fait pas. 513 personnes ont été testées. Donc, ce que nous comptons tester de manière massive, et c'est notre objectif aussi, nous avons prévu également d'acheter des tests rapides. Et nous avons commandé à peu près 20 000 tests rapides qui viendra dans 3 jours à Djibouti. Et notre objectif, c'est de tester l'ensemble de la population, ou presque, pour au moins endiguer ou arrêter la propagation de cette maladie. Si je reviens sur la question de Abdou, le test, nous avons testé, comme je disais tout à l'heure, 513 en un seul jour, mais nous avons testé jusqu'à aujourd'hui 2719 personnes, c'est-à-dire en 21 jours, nous avons testé un record 2229 personnes. C'est vrai qu'on a trop testé, mais les positifs sont à peu près 89. Donc, et puis il faut savoir aussi, toutes les personnes qui sont devenues positives, c'est des gens qui viennent de l'étranger ou bien dans des pays à haut risque. Et comme Ahmed a dit tout à l'heure, je partage cet avis, il faut qu'on soit vraiment dire pour ces gens qui se cachent et qui